Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué le chômage conjoncturel. Je vous rappelle, une forme de chômage liée à la situation économique, notamment à une insuffisance de la demande anticipée par les entreprises, qui conduit donc les entreprises à réduire leurs embauches, voire à faire des licenciements. Donc ça, c'est le chômage conjoncturel. Et l'explication notamment apportée par Keynes. Si vous laissez l'économie fonctionner toute seule, sans intervention des pouvoirs publics, ce phénomène d'ailleurs va se renforcer, comme j'expliquais, il y a un raisonnement circulaire, un fonctionnement circulaire. La baisse de la croissance provoque une baisse de la demande anticipée par les entreprises, donc moins de production, donc moins d'embauches, plus de licenciements, qui conduit à aussi une baisse des investissements, une baisse de la consommation, qui entretient la baisse de la demande anticipée par les entreprises, donc moins de production, moins d'embauches, etc. Et donc augmentation du taux de chômage qui ne s'arrête pas, sauf s'il y a intervention des pouvoirs publics. C'est pourquoi l'intervention des pouvoirs publics est importante. D'ailleurs, dans la théorie économique, on distingue trois buts de l'intervention des pouvoirs publics, et clairement la stabilisation de l'activité économique est une de ces trois fonctions. Et donc on va voir justement comment est-ce que l'État peut intervenir pour lutter contre cette forme de chômage, casser ce cercle vicieux, et au contraire essayer de faire baisser le taux de chômage. La solution, elle est très simple, puisque la cause du problème, la cause du chômage conjoncturel, c'est l'insuffisance de la demande, c'est le fait que les entreprises n'anticipent pas une demande assez importante pour du coup produire assez et embaucher assez de personnes. Et il faut que l'État intervienne pour relancer la demande, relancer la production, relancer la croissance, et la baisse du taux de chômage suivra. Voilà ce que préconise Keynes, une intervention de l'État pour relancer la demande, puisque la demande privée qui vient des ménages et des entreprises, elle n'est pas suffisante pour assurer un niveau de production assez élevé, pour assurer justement une baisse du taux de chômage. Il faut que l'État intervienne, se substitue au moins temporairement à la demande des ménages et des entreprises pour la relancer, et ensuite ça va provoquer une baisse du taux de chômage et on va pouvoir passer éventuellement d'un cercle vicieux où l'insuffisance de la demande provoque une hausse du taux de chômage, et la hausse du taux de chômage provoque une baisse de la demande, à un cercle vertueux où la baisse du taux de chômage va provoquer une augmentation de la demande, et l'augmentation de la demande va provoquer une baisse du taux de chômage. Et alors ensuite, comment est-ce que ça se passe exactement une politique de relance? Parce que là, c'est bien, on a défini le principe général, mais comment ça se passe? Ça, je vous réfère à vos chapitres de première, où on a parlé notamment des deux types de politiques de relance, la politique budgétaire et la politique monétaire. Mais bon, soyons honnêtes, là, si je vous envoie juste vers vos cours de première comme ça, vous ne savez pas exactement dans quel chapitre ça va être, donc c'est dans deux chapitres différents. Vous allez avoir du mal, vous n'allez peut-être même pas garder vos cours de première. Donc, on va faire un petit rappel ensemble sur qu'est-ce que la politique budgétaire, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que la politique monétaire, comment ça fonctionne. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, commençons, pourquoi pas, par la politique budgétaire. Et surtout, commençons par un petit rappel de ce qu'est la politique budgétaire. Définition donc. La politique budgétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation du budget public. Je répète, la politique budgétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation du budget public. Et globalement, je vous rappelle, le budget public, il varie de deux façons, soit avec les recettes, si vous augmentez ou vous diminuez les taxes, soit avec les dépenses, si vous augmentez ou vous diminuez les dépenses publiques. Et donc justement, soit en diminuant les taxes, soit en augmentant les dépenses publiques, l'État va injecter de l'argent dans l'économie, va créer de la demande publique qui va pouvoir contrer les effets négatifs de la baisse de la demande privée venant des ménages et des entreprises. Voilà, il n'y a pas assez de demande privée, on crée de la demande publique en justement augmentant les dépenses, typiquement, voire là c'est plutôt pour relancer la demande privée en diminuant les impôts et les taxes, les prélèvements obligatoires, et donc du coup les ménages et les entreprises auront plus de revenus et pourront consommer et investir, dépenser plus, donc relance de la demande. Et alors cet effet
qu'on comprend déjà, c'est mécaniquement assez simple, il est amplifié parce que ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, qui justement a été mis en avant par Keynes. Alors, la logique derrière le principe de l'effet multiplicateur, pour commencer, c'est le suivant. Quand les pouvoirs publics augmentent les dépenses publiques, par exemple, l'État décide de dépenser 1 milliard de plus dans l'économie, ça va provoquer une augmentation de la croissance économique qui est plus importante que l'augmentation des dépenses publiques. Donc l'État décide de dépenser 1 milliard de plus dans l'économie, ça va provoquer une augmentation de la production et de la croissance, mais pas simplement d'1 milliard, et de quelque chose qui va être plus important que ça. Alors après, ça va dépendre de différents éléments à quel point c'est important, mais voilà. Par exemple, l'État dépense 1 milliard de plus, l'économie va augmenter de 2 milliards, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a cet effet multiplicateur? Comment ça se fait qu'une augmentation des dépenses publiques de 1 milliard conduise à une augmentation de la croissance et de la production de 2 milliards, par exemple? Et c'est dû à un effet circulaire, tout simplement parce que l'augmentation des dépenses publiques va conduire à une augmentation de la demande. Ça, on comprend, c'est facile, c'est ce qu'on a déjà dit. Cette augmentation de la demande va conduire à une augmentation de la production, et donc une augmentation des revenus des entreprises, mais aussi des ménages, puisqu'évidemment les entreprises vont reverser aux ménages une partie de leurs gains supplémentaires. Donc, puisque les entreprises ont plus de revenus, elles vont pouvoir utiliser ces revenus supplémentaires pour investir. Et puisque les ménages ont plus de revenus grâce à la baisse du taux de chômage, grâce éventuellement aussi à des augmentations de salaire, les ménages vont pouvoir consommer plus. Et donc, augmentation de l'investissement, augmentation de la consommation de la part des ménages, augmentation de la demande. Augmentation de la demande, augmentation des revenus des entreprises et des ménages, augmentation de la demande, etc. etc., etc. Alors, c'est pas infini, en réalité. Parce que, finalement, un peu comme en physique, vous avez des frottements qui vont faire qu'il n'existe pas de mouvement infini reproduit, qui vont faire qu'à un moment, ça va progressivement perdre en vitesse et s'arrêter, et bah, vous avez aussi des frottements en économie, des fuites, en l'occurrence vers l'épargne, parce que l'argent supplémentaire gagné par les entreprises et les ménages, ils vont peut-être pas décider de dépenser tout ça. Peut-être qu'ils vont simplement l'utiliser, le mettre de côté. Peut-être que les entreprises vont simplement l'utiliser pour rembourser leurs dettes déjà, c'est déjà pas mal. Et vous allez aussi avoir une fuite vers les importations. Les entreprises, les ménages vont peut-être utiliser cet argent supplémentaire pour acheter plus, mais pour acheter plus à l'étranger. Et ça, du coup, ça n'a pas d'effet sur l'économie nationale. Donc, selon l'importance de ces fuites vers l'épargne et vers les importations, l'effet multiplicateur va être plus ou moins important. Donc, en tout cas, cette existence de l'effet multiplicateur, le principe des politiques budgétaires, montre que le déficit public peut être une bonne chose, en tout cas s'il est temporaire, parce que temporairement, le fait que l'État décide justement de dépenser un peu plus que ce qu'il gagne, soit justement en augmentant les dépenses, soit en réduisant les impôts, mais dans les deux cas, vous créez du déficit public, ça fait que ça relance l'économie et ça a des effets qui sont supérieurs justement au déficit public de départ. Et du coup, ça peut, à long terme, vous pouvez récupérer cet argent grâce justement aux revenus supplémentaires et donc aux recettes, aux impôts sur ces revenus supplémentaires, ou en tout cas, et voire même gagner plus. Donc, ouais, le déficit public peut être une bonne chose, mais évidemment, il faut faire attention, et cette question du déficit public est aussi une limite de la politique budgétaire. On va ensuite s'intéresser à la politique monétaire. On va commencer naturellement, comme toujours, par définir ce qu'est la politique monétaire, plus exactement par rappeler la définition de la politique monétaire, car normalement, vous l'avez déjà vu en premier, ça ne doit pas être totalement inconnu, ça doit même vous rappeler un minimum quelque chose, si on a bien fait notre boulot. Donc, définition de la politique monétaire. La politique monétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation de la masse monétaire en circulation. Je répète, la politique monétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation de la masse monétaire en circulation. Donc vous remarquez que, justement, j'ai fait attention à
prendre des formes assez similaires à ce que ma définition de politique budgétaire et politique monétaire soit assez proche pour mettre en avant justement les différences entre les deux. Vous savez, des politiques économiques fondées sur la variation, mais du budget public pour la politique budgétaire et de la variation de la masse, les variations de la masse monétaire en circulation pour la politique monétaire. Et ça va, c'est simple, c'est dans le nom. Donc en gros, le but de la politique monétaire, c'est d'injecter de la monnaie en plus dans l'économie sans créer de déficit public, sans que l'État soit baisse les impôts, soit augmente ses dépenses. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de monnaie en circulation dans l'économie? Et là, on va faire appel à la Banque centrale qui justement contrôle la masse monétaire en circulation dans l'économie. Elle a différents outils pour le faire. Je vais me contenter de décrire les politiques conventionnelles, les politiques monétaires conventionnelles qui sont fondées sur la manipulation des taux d'intérêt directeurs. Alors, petit rappel, les taux d'intérêt directeurs, c'est les taux d'intérêt auxquels empruntent les banques commerciales auprès de la Banque centrale. Les banques commerciales comme la Caisse d'épargne, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc. ont besoin d'emprunter de la monnaie auprès de la Banque centrale pour les transactions entre elles, pour créer du liquide. Cet argent, elles ne peuvent pas le créer toutes seules. Alors, je vous rappelle que les banques commerciales peuvent créer de l'argent tout seules, mais en tout cas, pas de l'argent liquide, pas ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire et pas de la monnaie pour les transactions interbancaires. Donc, pour ça, elles vont avoir besoin de prendre de l'argent, d'emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale. Et donc, quand les taux d'intérêt directeurs sont élevés, emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale coûtera cher. Et quand à l'inverse, les taux d'intérêt directeurs sont faibles, sont bas, emprunter de l'argent auprès de plus exactement de la monnaie auprès de la Banque centrale sera peu cher. Et donc, ce que va faire la Banque centrale, dans un cadre d'une politique monétaire expansive ou de relance, c'est de baisser les taux d'intérêt directeurs. Donc ça veut dire que les banques commerciales pourront emprunter de la monnaie auprès de la Banque centrale pour moins cher qu'auparavant. Elles vont pouvoir répercuter cette baisse sur les taux d'intérêt qu'elles pratiquent envers leurs clients. Donc la baisse des taux d'intérêt directeurs va provoquer une baisse des taux d'intérêt commerciaux. Vous allez avoir donc plus de crédit parce que ça coûte moins cher d'emprunter de l'argent. Donc plus de personnes peuvent emprunter, vous avez besoin de moins de conditions, etc. Et puisque on peut emprunter plus facilement, vous allez avoir une augmentation de la demande, alors surtout en ce qui concerne les entreprises qui vont justement pouvoir emprunter de l'argent plus facilement, investir plus facilement, mais ça peut commencer par une augmentation des crédits de la part des entreprises et une augmentation de la demande de la part des entreprises, mais je vous rappelle que évidemment, ensuite, ça va conduire, vous allez avoir à nouveau un cercle vertueux, puisque cette augmentation de la demande de la part des entreprises va se traduire par une augmentation de la production, donc une augmentation des revenus pour les entreprises qui peut se répercuter en partie sur une augmentation des revenus pour les ménages, et donc augmentation des investissements, augmentation de la consommation, et voilà, on a à nouveau notre cercle vertueux. Alors, quand même, évidemment, une limite à prendre en compte. Dans le cadre de la politique budgétaire, c'était le déficit public. Vous pouvez créer des déficits publics, mais il faudrait mieux que ce déficit public soit temporaire, corresponde juste à une mauvaise conjoncture économique. Là, dans le cadre de la politique monétaire, vous devez faire un arbitrage entre la croissance et l'inflation. L'idée derrière, elle est très simple. Si vous créez de la monnaie, supposons que la Banque centrale, dans une version caricaturale, mais pour simplifier, la Banque centrale imprime des billets supplémentaires et les distribue justement aux entreprises, aux ménages. Allez hop, je donne à tout le monde 500 € supplémentaires. Ok. Cette augmentation du coût des revenus, ça va être anticipé par les entreprises qui vont notamment se dire, tout le monde gagne plus, tout le monde a 500 € de plus, donc je peux augmenter les prix. Les gens ont plus d'argent, qu'ils peuvent payer plus cher, ils ne vont pas avoir trop de problèmes à payer plus cher parce que de toute façon, ils ont plus d'argent. Donc j'augmente mes prix. Vous allez aussi, du coup, face à cette augmentation des prix, avoir les salariés qui vont dire « Mais attendez, les prix augmentent. Moi, je veux aussi une augmentation de mon salaire pour faire face à cette augmentation des prix. » Donc, augmentation des salaires,
L'augmentation des salaires, c'est une augmentation des coûts de production. Les entreprises vont réagir en disant si je veux maintenir ma marge, si je veux maintenir mes bénéfices, pour répondre à cette augmentation des salaires, il faut que j'augmente mes prix. Et vous avez donc voilà comment l'injection de monnaie dans l'économie, l'injection de monnaie en circulation dans l'économie provoque de l'inflation. Parce que voilà, les entreprises augmentent les prix parce qu'elles savent que les ménages peuvent dépenser plus et éventuellement pour réagir aux augmentations de salaire demandées par leurs salariés. Donc du coup, il y a cet arbitrage à faire pour que, ok, on relance la croissance, on relance l'économie grâce à cette politique monétaire expansive, mais attention à pas trop relancer, parce que sinon ça va provoquer de l'inflation, il va y avoir surchauffe, et ça c'est mauvais pour l'économie. Alors, quelques petites nuances à apporter au vu des événements récents. La politique monétaire conventionnelle, elle a eu tendance à ne montrer ses limites et à plus trop fonctionner. Notamment, c'est un outil auquel ont eu recours les banques centrales suite à la crise des subprimes et la crise économique de 2008-2009, parce qu'en plus ça permettait de limiter du coup l'augmentation du déficit public provoquée par la politique budgétaire de relance. Sauf qu'on a vu que ça n'avait pas tellement d'effet. Alors après, on a utilisé des outils non conventionnels, ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif ou qualitatif, le quantitative easing notamment, quantitatif. Et même ça, en voyant les limites aujourd'hui, on s'est posé la question d'utiliser des outils encore moins conventionnels et notamment ce qu'on appelle du coup l'hélicoptère à monnaie, où ce serait en gros la Banque centrale qui, au lieu de se contenter de changer ce taux d'intérêt directeur, va directement prêter de l'argent aux entreprises, au pouvoir public, etc., pour que ça conduise à une augmentation de la demande. Donc ça, c'est le principe en gros de l'hélicoptère à monnaie. Et pour faire simple, l'assouplissement quantitatif, le quantitative easing, c'est aussi disons que la Banque centrale va racheter des dettes auprès des banques commerciales, va pouvoir changer les conditions d'intérêt de ces dettes. Donc, les banques commerciales pourront prendre plus de crédit puisqu'elles auront en gros passé une partie de leur crédit à la Banque centrale. Donc, elles pourront créer de nouveaux crédits pour compenser ça. Donc, voilà le principe. Mais le problème, c'est que ça a provoqué certes une inflation, mais uniquement une inflation des actifs financiers. Et dans l'économie réelle, on n'a pas vraiment vu d'inflation, au contraire, et clairement pas d'augmentation des salaires. Donc les effets on a eu des effets négatifs et une bulle financière qui se crée, qui est toujours présente aux dernières nouvelles, qui d'ailleurs inquiétait les économistes avant la crise sanitaire, dire attention, on est en train de créer une bulle financière et elle va exploser, on va avoir une nouvelle crise économique sur les bras. Bon, bah, finalement, la crise économique qu'on a sur les bras, c'est bien un événement que les économistes ne pouvaient pas prévoir, la crise sanitaire, mais, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque-là. Et donc, pour éviter de nourrir cette bulle et en même temps pour essayer de relancer l'économie, la solution qui est envisagée, c'est de, de racheter direct, enfin non, de prêter directement de l'argent aux entreprises et au pouvoir public avec ce qu'on appelle l'hélicoptère à monnaie. Mais tout ça, les politiques non conventionnelles, c'est clairement pas au programme. Donc contentez-vous de la politique monétaire conventionnelle avec la baisse des taux d'intérêt directeurs. Voilà, c'est juste ce qu'il y a à retenir. Et alors, quand justement on creuse, on avait vu quand on mettait en parallèle l'évolution du taux de croissance et l'évolution du taux de chômage que oui, il y avait une corrélation négative entre les deux. Cependant, quand on se met maintenant à comparer différents pays, on voit que le taux de croissance, exactement un même taux de croissance ne correspond pas exactement à un même taux de chômage. Oui, un même taux de chômage ne correspond pas à un même taux de croissance. Typiquement, quand on compare l'Allemagne et la France, le taux de chômage allemand est beaucoup plus bas que le taux de chômage français, alors que le taux de croissance n'est pas spécialement plus élevé et même parfois plus faible pour 2018 et 2019. Donc comment ça se fait comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de taux de chômage puisque ça ne correspond pas à des différences de taux de croissance? Et bien là, il faut tourner vers d'autres théories qui montrent que le chômage conjoncturel, ok,
c'est une théorie valide, mais ça n'explique pas tout le chômage. Et il faut voir d'autres explications. Il y a d'autres causes au chômage que l'insuffisance de la demande anticipée par les entreprises. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, bonne journée!